Bonjour tout le monde. Je remercie d'abord le comité d'organisation pour l'invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous et de partager avec vous plutôt une réflexion du cardiologue. Ce qui m'a été demandé, c'est de développer ou débattre ce qu'attend un cardiologue de la médecine nucléaire à l'ère du coroscanner. Bien sûr, il y a plusieurs questions en suspens, c'est-à-dire surtout ce qui concerne les cardiologues particulièrement. C'est que quand on prend en charge nos patients, et particulièrement les patients qui sont atteints d'une cardiopathie ischémique, c'est la discussion de leur traitement. Et le traitement in fine, c'est la revascularisation en général. C'est-à-dire le cardiologue veut toujours aboutir à un traitement radical à la fin. C'est un concept qu'on a été éduqué pour ça. Et il y a beaucoup de dogmes qui sont inculqués dans nos têtes, c'est-à-dire comment prendre en charge ces patients-là. Et avec l'évolution de la science, maintenant on se pose des questions et il y a pas mal de dogmes qui ont été revus. Quand on parle par exemple du syndrome coronaire chronique, y a-t-il un intérêt à demander un test d'ischémie? C'est une problématique pour le cardiologue quand il s'agit de la cardiopathie ischémique stable. Le problème a été réglé en matière de syndrome coronaire aigu. On sait très bien et pertinemment que la revascularisation améliore le pronostic du patient, c'est-à-dire que ça c'est clair, mais en général, la revascularisation est focalisée sur la lésion coupable quand il s'agit d'un syndrome coronaire aigu, surtout avec ce décalage du segment ST. En parallèle, ces patients-là, en général, sont à haut risque. Il y a une atteinte multitronculaire. La question, faut-il revasculariser le tout ou se focaliser uniquement sur la lésion coupable? Même en phase aiguë, on se pose ces questions-là. Il y a la deuxième problématique aussi, c'est la cardiopathie ischémique stable, particulièrement chez le diabétique. Quand on reçoit un patient pour dyspnée et chez qui on découvre une dysfonction ventriculaire gauche, ce patient il fait de l'insuffisance cardiaque gauche, on fait des explorations, on fait de l'échographie et on tombe sur une dysfonction ventriculaire gauche. Est-ce que cette dysfonction ventriculaire gauche est liée à une atteinte multitronculaire? Même si on aboutit aux explorations invasives telles que la coronarographie qui nous documente une atteinte pluritronculaire, est-ce que réellement cette dysfonction ventriculaire gauche, cette insuffisance cardiaque est liée à cette atteinte multitronculaire ou pas? Et faut-il agir, faut-il revasculariser ou pas? Donc, cardiopathie ischémique, il y a les événements aigus, il y a la cardiopathie stable, surtout chez le diabétique. On sait très bien que l'augmentation de l'hémoglobine glyquée de 1% augmente le risque d'insuffisance cardiaque de 8% et augmente aussi la mortalité du patient. Donc, pour cela, la Société européenne de cardiologie a catégorisé les patients en 6 catégories. Nous avons les patients qui ont une coronaropathie suspectée et des symptômes angineux ou de dyspnée, mais qui restent stables. Il y a les patients qui se présentent pour insuffisance ventriculaire gauche, ou plutôt insuffisance cardiaque avec dysfonction ventriculaire gauche, et on a la suspicion de coronaropathie. Les patients asymptomatiques et symptomatiques qui ont des symptômes stabilisés moins d'un an après un syndrome coronaire aigu, ça sous-entend qu'ils ont été revascularisés en phase aiguë. Les patients asymptomatiques et symptomatiques plus d'un an après le diagnostic initial ou une revascularisation, un syndrome coronaire. Les patients qui ont une angine de poitrine et une suspicion de maladie vasospastique ou microvasculaire, c'est des patients qu'on a explorés, on a été au bout et on n'a pas découvert, c'est-à-dire on n'a pas objectivé de lésions sténosantes. Aussi, c'est problématique pour le cardiologue. Les sujets asymptomatiques chez lesquels une coronaropathie est détectée lors d'un dépistage. Donc, c'est principalement les 6 catégories dont on a face dans nos consultations. Et bien sûr, c'est des patients chez qui on évalue le risque cardiovasculaire et on est particulièrement, et on se focalise particulièrement sur les facteurs de risque qui ont un poids indiscutable, tel que le diabète. On sait très bien avec le diabète, de par de la physiopathie du diabète, on a une atteinte multitronculaire dans la majorité des cas. Atteinte multitronculaire, même en phase aiguë d'infarctus,
On revascularise la lésion coupable, mais avec le développement de l'imagerie endocoronaire, on s'est aperçu que ces patients-là, quand ils ont une atteinte multitronculaire, leur mortalité est multipliée par 3 en phase aiguë, c'est-à-dire d'infarctus, dans les 30 jours, et la mortalité passe de 3,2 à 8% à 1 an. Donc c'est des patients plus graves et ils meurent le plus par les lésions qui n'ont pas été revascularisées. Raison pour laquelle les recommandations nous incitent à revasculariser les autres lésions, même si elles ne sont pas coupables, dans un délai de 45 jours après la prise en charge de l'infarctus en phase aiguë. Quid des patients asymptomatiques? Pour uniformiser les pratiques, donc on suit bien sûr les recommandations internationales, particulièrement nous les cardiologues, on suit les recommandations de la Société européenne de cardiologie, qui nous incitent à évaluer la probabilité de la maladie coronaire chez le patient tout venant stable, chez qui on suspecte une pathologie coronaire. Et avec l'évolution de ces recommandations, il y a une évaluation du risque en risque faible, où on peut ne rien faire, on arrête toutes les explorations. En risque élevé au-delà de 15%, là vous le voyez en vert foncé, c'est les tests non invasifs qui sont les plus bénéfiques dans ce cas-là. Et les cases verts où les patients entre 5 et 15%, là c'est ce groupe-là qui pose problème et qui suscite beaucoup d'interrogations. Les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie insistent beaucoup sur l'évaluation du profil du patient en se basant sur les symptômes, sur le profil de risque et de caser le patient en fonction du risque. Et parce que toute la difficulté, c'est le choix chez quel patient doit-on réaliser un coroscanner, une exploration non invasive, c'est-à-dire avec un test fonctionnel, c'est-à-dire un test fonctionnel couplé à l'imagerie, ou carrément aller directement à la coronarographie. Entre parenthèses, c'est un test invasif, il ne faut pas le prescrire à tort et à travers parce que ça expose à une mortalité, à des complications à lui-même. C'est vrai que les risques sont faibles, sont de 0,3% pour la mortalité, mais quand même ça reste un examen invasif. Pour les tests d'ischémie associés à l'imagerie et le coroscanner sont les examens de première intention. Dans ce cas-là, on a vu que l'ECG d'effort a été rétrogradé, il n'est plus utilisé, c'est-à-dire une épreuve d'effort ordinaire n'est plus utilisée de facto dans l'évaluation ou pour prouver une ischémie. Le coroscanner, de par sa capacité d'exclusion de la maladie, c'est le rule-out, parce qu'on sait très bien que coroscanner, quand il est bien réalisé et qui est normal, on peut exclure dans 97% la pathologie coronaire. C'est un examen réalisé plutôt chez les patients qui ont une probabilité faible ou intermédiaire, avec un risque moins de 15%, et chez les patients permettant une acquisition d'image, l'absence de calcification importante, parce que dès que le score calcique dépasse 1000, le coroscanner devient ininterprétable. Il y a des difficultés chez les patients obèses en cas d'arythmie. Donc, c'est pour ça que c'est réservé plutôt pour les patients à bas risque ou à risque intermédiaire. Quid de la scintigraphie? Scintigraphie, c'est l'examen le plus important et ce qui est disponible aussi dans notre pays, parce que là, on ne dispose pas d'IRM de stress dans les centres, que ce soit hospitaliers ou même privés. On se focalise quand on a besoin d'un test, plutôt un test couplé à l'imagerie, soit à la scintigraphie myocardique ou à l'échographie de stress. Donc, il y a des paramètres qu'on doit évaluer avant de choisir les examens complémentaires. Par exemple, quand il y a une probabilité clinique faible, probabilité d'un scanner ininterprétable, expertise locale et la disponibilité, là, on peut proposer aussi un coroscanner. Quand on a un risque quand même qui est élevé, intermédiaire à élevé, là, on se focalise sur les examens plutôt fonctionnels. Donc, et les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2024 ont catégorisé ou plutôt ont priorisé des examens en fonction du niveau du risque.
Là, c'est très clair, quand il s'agit du risque bas, c'est-à-dire entre 5 et 15%, on peut proposer soit l'évaluation clinique du patient, en fonction de l'interrogatoire, l'échographie, le CG, associé à un coroscanner. Si le coroscanner est normal, il a une très bonne valeur prédictive négative pour éliminer de façon formelle la coronaropathie. Par contre, quand il a un risque plutôt modéré, entre 15 et 50%, on a le choix entre la prescription d'un coroscanner, si bien sûr les conditions le permettent, ou un test fonctionnel, que ce soit une imagerie s'avérée de stress, que ce soit IRM de stress, que ce soit l'écho de stress ou la scintigraphie. Et quand on est dans le haut risque, des patients qui cumulent beaucoup de facteurs de risque avec un profil de risque très élevé, c'est-à-dire très important, au-delà de 85% de risque et une douleur angineuse typique, dans quelques cas, on peut y aller directement à la coronarographie. Il y a un autre volet, et surtout là, on trouve beaucoup de difficultés quand on est face à des patients qui se présentent pour une dysfonction ventriculaire gauche. Et ça, c'est là où les cardiologues réellement trouvent une difficulté pour trancher comment explorer ces patients-là. C'est les patients qui se présentent pour un premier épisode d'insuffisance cardiaque et même et surtout quand ils se présentent avec une exploration et on a une atteinte pluritronculaire. Là, on doit s'aider, on s'entraider avec nos collègues de médecine nucléaire pour trancher et pour optimiser la prise en charge de ces patients-là. Et là, on doit évaluer l'ischémie et la viabilité. Le dogme qui existait avant, c'est que pendant 20 ans ou plus de 20 ans, quand il y a une viabilité, il faut y aller, il faut revasculariser. Mais malheureusement, il y a des études qui ont prouvé le contraire. Il y a l'étude Stitch, c'est une étude randomisée qui a pris des patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche, randomisée 1 pour 1, traitement médical versus revascularisation chirurgicale. Au début de cette étude, c'est-à-dire les résultats des premiers mois étaient plutôt en faveur du traitement médical parce qu'il y avait des complications liées à la chirurgie. Au bout de 4 ans, cette étude a montré que la revascularisation chirurgicale fait jeu égal avec le traitement médical. Et à 10 ans, là où apparaît l'intérêt de la revascularisation avec une différence en faveur plutôt de la revascularisation chirurgicale. Donc, on n'a pas répondu de façon formelle à l'intérêt de la revascularisation chez un patient qui a une viabilité prouvée. Donc, bien sûr, ça a chatouillé l'ego des cardiologues interventionnels. Par la suite, il y a une étude anglaise aussi de la viabilité qui a concerné la viabilité, c'est Revived BCS2. C'est un essai anglais randomisé, prospectif, multicentrique, en open label trial, cherchant à montrer le bénéfice de la revascularisation par angioplastie cette fois-ci, pas par chirurgie, pas par pontage, des patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche prouvée avec une fraction d'éjection moins de 35% et une maladie bien sûr coronaire étendue, mais avec une viabilité prouvée par la scintigraphie essentiellement et même l'IRM de stress, avec une viabilité au-delà de 4 segments. Donc la viabilité était documentée chez tous ces patients-là. Et la randomisation se faisait 1 pour 1. Voici le schéma de l'étude. Donc c'est une étude de 700 patients et on a remarqué au bout de 4 ans de suivi qu'il n'y avait pas de bénéfice de la revascularisation, même par angioplastie, par rapport au traitement médical chez ces patients-là qui ont une dysfonction ventriculaire gauche et qui ont une viabilité prouvée. Donc c'est ça le dilemme. À chaque fois, même il n'y a pas quelqu'un qui peut donner une réponse ferme. Faut-il se baser sur la viabilité avec ces dernières études? Donc aussi dans cette étude Revived, on a prouvé qu'il n'y a pas une amélioration de la fraction d'éjection de façon importante quand on revascularise les patients. C'est des patients avec une viabilité, mais on a remarqué qu'il y a une augmentation uniquement de 2% de la fraction d'éjection dans le bras revascularisé par angioplastie, en comparaison avec le bras traité médicalement et qui ont une viabilité. Là, il y a une augmentation de 1%.
Et on sait très bien que la fraction d'éjection a une valeur pronostique importante. Donc la revascularisation percutanée ne permet pas d'améliorer le pronostic des patients avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, d'origine ischémique, ni d'améliorer la fraction d'éjection à 6 mois en comparaison avec le traitement médical, quel que soit le volume de la viabilité myocardique prouvé. En revanche, le volume total du myocarde viable et le volume de séquelles myocardiques sont associés au pronostic de ces patients-là. On sait très bien quand on a un myocarde viable, c'est pas comme en cas d'absence de viabilité. Là, vous voyez que cette étude, quand même, a des limites, parce que c'est une étude de supériorité, d'un côté. C'est des patients chroniques sans angor, c'est des patients qui sont asymptomatiques, pour les 2 tiers d'entre eux, avec un angor modéré et pour les autres. Les patients, la plupart de ces patients-là étaient en classe 1 ou classe 2 de la NYHA. Ce ne sont pas des patients graves en classe 3 ou de 4 de la NYHA. Le suivi médian était inférieur à 4 ans, parce que dans l'étude Stitch, le premier résultat qui était à 5 ans, exactement avec 4,6 années, c'était à 5 ans, n'ont pas prouvé de supériorité de la revascularisation chirurgicale par rapport au traitement médical, mais les résultats à 10 ans étaient plutôt en faveur de la revascularisation. Donc, la question, c'est des questions qui restent en suspens. À discuter pendant 20 ans, notre pratique a été conditionnée par notre vision classique de la viabilité myocardique. Tout a été récemment démenti par les études Stitch et Revived. Cela a-t-il encore un sens de rechercher un myocarde viable en moyen de tests usuels tels que la scintigraphie ou l'échographie à la dobutamine en 2025? Ce qu'on peut dire, nous cardiologues, que la scintigraphie est un examen très important pour nous. C'est un examen physiologique qui est complémentaire à la coronarographie, parce que moi je suis cardiologue interventionnel et ça m'aide énormément, surtout quand on a une atteinte pluritronculaire. Par moment, quand on n'a pas de lésion pronostique, bien sûr, on va s'aider de l'examen d'une scintigraphie pour orienter notre revascularisation. Il donne une orientation pour la recherche d'ischémie, un indicateur de la viabilité cellulaire, et peut-être dans plusieurs cas, difficile d'interprétation, parce qu'on a remarqué qu'on peut avoir 2 interprétations différentes pour le même examen. Soit c'est lié à des faux positifs classiques de la scintigraphie, ou quand on a une atteinte de la microcirculation. Par moment, il y a des scintigraphies qui sont normales chez des patients monotronculaires. C'est-à-dire on fait la scintigraphie, mais on tombe sur une lésion de l'IVA proximale parce que le patient est symptomatique, et là, faut-il revasculariser ou pas? Et je vous remercie.